Les premières traces d'êtres humains en Algérie remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années. On était encore en plein milieu de la dernière glaciation, le Sahara était une vaste étendue de verdure, et la présence humaine s'étendait sur toute l'Afrique du Nord. Les frontières des pays n'existaient pas encore, donc si on veut comprendre la base anthropologique du peuple algérien, c'est l'origine des peuples de tout le Maghreb qu'il faut regarder. Il y a environ 7000 ans a eu lieu le réchauffement climatique. Au Maghreb, ça s'est traduit par la désertification du Sahara et par la migration des habitants vers d'autres contrées. On sait donc très peu de choses sur les liens entre les habitants du Maghreb avant le réchauffement climatique et ceux d'aujourd'hui. C'est sur des stèles égyptiennes qu'apparaissent les premières traces de l'existence de peuples de Maghrébins. Vers 1300 avant Jésus-Christ, l'Égypte est attaquée par ce qu'elle appelle les peuples de la mer, des peuples venant de la mer Égée, de Sicile et de Sardaigne. À ces peuples de la mer est allié un autre peuple voisin de l'Égypte, les Libous. C'est ce nom de Libou qui sera utilisé par les Grecs pour définir la région à l'ouest de l'Égypte, la Libye actuelle. Certains auteurs grecs comme Hérodote vont élargir ce nom à toute l'Afrique du Nord, et puisqu'ils pensent que l'Afrique s'arrête au Sahara, le mot Libye sera le nom de tout le continent. Quand Hérodote décrit les peuples libyens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il va faire la différence entre des Libyens nomades et des Libyens sédentaires. Il place la frontière entre ces deux types de Libyens au lac Triton, le Chott el-Djerid, au centre de la Tunisie actuelle. À l'époque d'Hérodote, l'Afrique du Nord héberge déjà des colonies phéniciennes. On reviendra plus tard sur les Phéniciens, mais il faut savoir que ce sont eux qui ont donné le nom Afrique. Ce mot était utilisé à la base pour parler de la région au voisinage de la Tunisie actuelle. Les Romains vont étendre ce nom à tout le continent. Ils vont diviser eux aussi les autochtones entre nomades et sédentaires. Les nomades sont appelés Gétules. On sait très peu de choses sur les Gétules, on sait seulement qu'ils habitaient dans le désert et qu'ils avaient peu de contact avec les civilisations de la Méditerranée. Mais on ne sait pas s'il s'agit d'un grand peuple qui se définissait lui-même en tant que tel, ou si c'est un ensemble de peuplades que les auteurs latins ont juste cru bon de regrouper sous un même nom. Les sédentaires par contre sont mieux connus des auteurs romains. À leur époque, on parle de Maures à l'ouest du Maghreb et de Numides au centre et à l'est. Plusieurs siècles plus tard, l'arrivée des Arabes a apporté une vision tout à fait nouvelle de ces peuples et de leur origine. Les traditions arabes du Moyen-Âge sont très différentes des récits grecs. Elles s'appuient sur la généalogie. Chaque peuple du monde est défini par un ancêtre mythique, et chaque tribu est une branche de la descendance de cet ancêtre. Les autochtones du Maghreb, qu'on appelle désormais berbères, n'échappent pas à cette règle. Cette méthode peut paraître peu rigoureuse aux premiers abords, mais en réalité, elle est beaucoup plus intéressante que ce que l'on peut croire. Déjà, en donnant un ancêtre à chaque tribu, elle laisse de très précieuses informations sur la composition des confédérations tribales. Mais l'autre avantage, et non des moindres, est que les ancêtres en question sont souvent tirés de sources locales. Les auteurs arabes sont donc les premiers à avoir véritablement fait parler les berbères. C'est à travers leurs récits que la mémoire collective du Maghreb a été véhiculée. Il y a eu différentes théories sur l'origine des berbères, mais la plus notable a été rapportée par Ibn Khaldoun. Elle les fait descendre d'un certain Mazir, un descendant de Canaan. Canaan est le nom d'un des fils de Cham, qui est lui-même l'un des 3 fils de Noé, le prophète Nouh alayhi salam. Cham a donné son nom au peuple chamitique, qui regroupe entre autres les Égyptiens, les Abyssins, les Libyens et certains peuples d'Afrique de l'Est. Canaan, le fils de Cham, a donné son nom à sa terre natale, en Palestine. Selon cette tradition, Canaan a fui sa terre après la défaite de son peuple contre les Hébreux et est venu se réfugier au Maghreb. On ne sait pas si c'est une coïncidence ou non, mais le roi de Canaan s'appelait Goliath, et le mot roi en tamazight se dit Egeled. Il y a sûrement un lien, ou du moins un lien linguistique. Et toujours selon cette tradition, un autre roi mythique, Ifrikus, fils de Raïs, serait venu au Maghreb en provenance du Yémen. Ifrikus est présenté comme l'ancêtre d'une partie des Berbères, les fameux Kutama. Il aura fallu attendre la colonisation française et le développement de la paléontologie pour avoir des nouvelles théories sur les origines des Berbères. Cette fois-ci, ce sont des théories basées sur des méthodes scientifiques. Elles ont fini par faire autorité, mais il faut quand même rester prudent et ne pas les prendre pour des certitudes absolues. Bon, on passera les théories farfelues du début de la colonisation, les théories qui présentaient les Berbères comme un peuple européen, donc ré-européanisable, et on parlera directement des études paléanthropologiques. C'est plus sérieux. Ces études donnent aux Berbères une double origine. Un peuple, qu'on a appelé Capsien, est apparemment venu du Proche-Orient il y a environ 8000 ans, poussé par la désertification. Il a ramené avec lui l'agriculture et la langue berbère. Arrivé en Afrique du Nord, il a remplacé un autre peuple, présent de plus longue date, un peuple qu'on a appelé Ibéro-Mauricien. Ces thèses sont considérées comme fiables et sont en passe de devenir une théorie officielle. Mais il est quand même bon de rappeler 2 ou 3 choses. D'abord, les mots Capsien et Ibéro-Mauricien ne sont pas des noms de peuples. Il n'y a aucun peuple qui s'est défini comme ça. Ce sont juste les noms que les anthropologues ont donnés à ceux qu'ils ont considérés comme 2 faciès culturels différents. Le nom capsien a été donné parce que la première découverte a été faite à Gafsa, en Tunisie, mais les gisements capsiens sont surtout concentrés autour de la région de Constantine. Le nom ibéro-mauricien, quant à lui, a été donné parce que les chercheurs avaient trouvé leur premier gisement vers Oran, et qu'ils avaient pensé au départ que c'était un peuple à la fois espagnol et maghrébin, mais ils ont changé d'avis depuis. Ensuite, rien ne prouve que les capsiens aient remplacé les ibéro-mauriciens. Il se peut que les 2 peuples se soient mélangés pour n'en former qu'un seul. Et il se peut aussi que ce soit un seul et même peuple, mais à des périodes différentes. Depuis quelques années, il y a un autre moyen d'appréhender l'origine des Berbères, les études génétiques.
On ne va pas rentrer dans le détail maintenant parce que ce serait trop long, mais ce qui ressort des études les plus récentes, c'est que les Berbères sont très probablement originaires du Proche-Orient, qu'ils seraient venus il y a plusieurs milliers d'années et qu'ils formeraient une très grande famille avec les populations du Levant, d'Égypte, de Libye, du sud de l'Europe et de l'est de l'Afrique. Ces résultats font donc écho aux traditions qu'on a évoquées précédemment. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer la tradition orale. Mais il y a un autre peuple qu'il faut absolument présenter si on veut connaître nos origines, un peuple beaucoup moins présent démographiquement, mais qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de notre région, le peuple phénicien. Les Phéniciens étaient un peuple qui vivait au Liban, ils pratiquaient l'agriculture mais surtout le commerce maritime. Il y a environ 3000 ans, les Phéniciens commençaient à sillonner les côtes de la Méditerranée. Ils ont établi des comptoirs commerciaux sur les côtes, qui leur ont permis de faire des échanges et de se ravitailler pendant leur long voyage, avant de revenir à la maison. Mais avec le temps, les marchands ont commencé à habiter dans certains comptoirs. Ils ont amené avec eux leur culture et se sont mélangés aux autochtones. C'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle la civilisation punique. La civilisation punique est un genre de version africaine de la civilisation phénicienne. Mais en réalité, les mots phénicien et punique veulent dire la même chose. L'un est un mot grec et l'autre un mot latin. Mais ça désigne le même peuple à l'origine. Les Phéniciens et les Puniques se désignaient en réalité par le nom de Chénani, cananéens, le nom de leur terre. Donc si l'on parle de Phéniciens, de Puniques ou de Cananéens, il faut garder à l'esprit qu'on parle en réalité d'un seul et même peuple. Les comptoirs de ces marchands cananéens se développent et deviennent de véritables villes, les premières du Maghreb. Certaines d'entre elles sont les futures grandes villes du Maghreb moderne. On peut citer Tunis, Alger, mais aussi Sousse, Annaba, Béjaïa, Tripoli ou même Tanger. Très souvent, dans l'histoire de l'humanité, c'est la rencontre entre deux peuples qui entraîne les avancées civilisationnelles. Ici, l'arrivée des Phéniciens a créé un véritable Big Bang. C'est vraiment leur arrivée et leur mélange avec les locaux qui a démarré la civilisation en Afrique du Nord. Les Phéniciens sont des marchands marins, ils sont en contact avec tous les peuples du bassin méditerranéen. Lorsqu'ils fondent des comptoirs, ils contribuent en fait à développer des liens entre l'Afrique et le reste de la Méditerranée. Aussi, autre point important, les Cananéens sont le peuple qui a inventé l'alphabet moderne. Ils ont transmis leur alphabet à toute la Méditerranée. Ça a donné naissance aussi bien à l'alphabet latin qu'à l'alphabet grec, hébreu ou encore arabe. En Afrique du Nord, l'alphabet phénicien change très légèrement et il devient ce qu'on appelle l'alphabet punique. Cet alphabet punique sera utilisé partout en Afrique du Nord. Il donnera même naissance à un alphabet berbère qu'on appelle l'alphabet libyque. Le Maghreb devient vite une région bilingue, à l'image de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le berbère coexiste avec l'arabe. À l'époque, le berbère coexistait avec le punique. En fonction des régions, c'est l'une ou l'autre des langues qui est plus utilisée. D'ailleurs, à ce propos, la langue des Puniques est une langue cousine de l'arabe. Elle a été parlée pendant très longtemps, jusqu'à même l'arrivée des Arabes. On pense que c'est la présence de cette langue qui a facilité l'arabisation linguistique du pays. Avec l'alphabet, on peut mieux s'organiser, on développe des échanges culturels, on régule le commerce, et on peut même planifier la production agricole. Ça favorise la sédentarisation et l'urbanisation. Les villes deviennent des pôles commerciaux, mais aussi des pôles religieux et politiques. La religion des Phéniciens se développe et se mélange à celle des Berbères. Il est très difficile de distinguer la religion des Phéniciens de celle des Berbères, elles ont de très nombreuses similitudes qui sont dues très certainement à leur origine méditerranéenne et proche-orientale. Les villes sont gérées sur le modèle phénicien. Chaque année, on élit 2 ou 3 suffètes. Les suffètes sont des magistrats qui jouent un rôle de coprésident et dirigent la cité. Aux alentours de 800 avant Jésus-Christ, la terre de Canaan est attaquée par les Babyloniens. La patrie mère des Phéniciens est conquise. Les cités d'Afrique se retrouvent seules et elles doivent s'organiser de manière autonome. Elles vont former une sorte de fédération, à l'image de ce qui se faisait en Phénicie. Elles prennent pour capitale une cité centrale, la fameuse Carthage. Carthage va très vite étendre son influence et devenir une puissance de premier ordre. Elle a des possessions dans toute l'Afrique du Nord, mais aussi en Espagne, en Sicile, en Corse, en Sardaigne et même dans les Baléares. La guerre en Phénicie pousse de nombreux immigrants cananéens à fuir et à s'installer en Afrique. Les anciennes cités sont vite saturées par les nouveaux arrivants. Les migrants cananéens vont alors fonder de nouvelles villes, plus loin des côtes, en plein dans les zones berbères. Une de ces villes nous intéresse particulièrement, Cirta. Cette ville est l'une des plus atypiques de l'époque. Elle est fondée par des Cananéens en plein milieu des terres, à 2 pas des Aurès. Culturellement, la ville est totalement punique. Les gens parlent punique, il y a des temples dédiés à Baal et à Tanit. Cirta a tout pour être une ville de premier ordre dans la confédération cananéenne. Mais elle reste indépendante. Vers 300 avant Jésus-Christ, elle apparaît comme la capitale d'un royaume indépendant, le royaume des Massiles. Ce royaume s'étend sur tout le nord-est algérien, à peu près de la frontière tunisienne jusqu'à Gigel. Dans l'ouest algérien, il y a un autre royaume, le royaume des Macéciles. Là encore, c'est une cité phénicienne qui sert de capitale, une ville qu'on appelle Siga, près de Ain Mouchent. Le territoire de Macécile va de Gigel jusqu'à la Moulouya, dans l'actuel Maroc. Il est beaucoup plus vaste et plus adapté pour l'agriculture. Mais par contre, il est beaucoup moins urbanisé car il est beaucoup plus loin de Carthage et des cités fondées par les Phéniciens. Les deux royaumes sont rivaux et ne vont pas tarder à rentrer en conflit. C'est justement la rivalité entre ces deux royaumes qui va créer la première unité politique du territoire algérien, la Numidie.